14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors d'être humeur toujours égale, c'est sans doute impossible. On traverse des moments de joie et puis des moments de tristesse. Néanmoins, tout ça semble assez normal. On pourrait même dire que celui qui n'est pas triste à la mort d'un proche aurait tout de même un comportement assez inquiétant. Alors à partir de quand nos changements d'humeur trahissent-ils un mal de vivre? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Samuel Doc. Alors certes, on n'est pas égaux face aux épreuves de la vie et je crois qu'il n'y a certainement pas à juger. Chacun fait comme il peut en fonction de son état psychique et j'oserais dire de sa capacité à se maintenir en bon état avec son élan vital. Mais il y a toujours des moyens de parvenir à aller mieux et c'est ce que je vous propose peut-être durant ces 2 heures grâce à Samuel Doc. C'est lui qui a choisi d'ailleurs le sujet du jour et je crois qu'il a beaucoup de clés à nous proposer et j'espère que ça va vous aider à justement à mieux vivre ou à aider votre partenaire à aller mieux. Si vous avez besoin en tout cas de vous confier, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Alors vous avez eu envie qu'on aborde ce sujet parce que vous considérez aujourd'hui que c'est un sujet peut-être un peu trop pris par les coachs en tout genre et qui finalement font plus de mal que de bien. Absolument. On met les pieds, on parle vrai. Alors effectivement, oui, c'est vrai que les troubles bipolaires, les troubles cyclotimiques attirent les coachs comme les hyènes sont attirées par des carcasses encore fumantes dans la nature. Et je crois que c'est un sujet qui est fondamental puisque on sait que de 25 à 50% de la population atteinte d'un trouble bipolaire commettront un acte, une tentative de suicide, et que sur ces chiffres-là, 15% trouveront la mort. Alors, je pense que on sait quel est le pourcentage de personnes qui sont bipolaires justement. Alors là, j'ai pas trouvé sur ce point-là, je n'ai pas trouvé les chiffres, et je pense que ce qui est compliqué, c'est que c'est tellement mal diagnostiqué et dilué, je pense, justement dans certaines approches. On met ça un peu à toutes les sauces. Absolument, on le met un peu à toutes les sauces et c'est bien dommage parce que le thème dont nous parlons aujourd'hui est un thème qui engage en fait plus que les autres que nous avons pu travailler ensemble, le médical, le neurologique. Il y a un très grand psychiatre, Roussillon, qui expliquait qu'il faut sortir les troubles bipolaires de la psychiatrie pour les rendre à la neurologie. Et je voudrais donner, si vous le permettez, en ouverture de cette émission, quelques clés de compréhension parce que je vais peut-être utiliser un vocabulaire spécifique et je crois déjà que ça va aider nos auditeurs à se repérer. Ne vous inquiétez pas, si je comprends pas, je vous demande des explications parce que si je comprends pas, ça veut dire qu'on est nombreux à pas comprendre. Exactement. Alors, quand on parle de troubles bipolaires, il y a 2 choses à comprendre. C'est la notion de manie et d'hypomanie. Alors, je vais vous expliquer. Quand on parle d'hypomanie, on parle d'une coupure face à la réalité, avec un état d'exaltation qui peut conduire la personne à se mettre en danger. Donc, c'est un état vraiment d'agitation, donc dit maniaque. Un peu euphorique. Absolument, d'une euphorie, mais extrêmement destructrice, où la personne va se sentir toute puissante, où elle va pouvoir passer à l'acte et se mettre en danger. Dans par l'hypomanie, exemple, conduire en moto très très vite, comme si on était immortel. Absolument, et là aussi ça nous aide déjà à différencier les variations normales dont vous avez parlé de l'humeur et de nos émotions qui changent en fonction des événements qui nous touchent, des troubles pathologiques de l'humeur où là c'est décorrélé, c'est-à-dire que la personne va switcher dans son humeur, par exemple vers une phase donc maniaque, sans aucune raison, en tout cas pas de raison qui lui soit directement accessible à la conscience. Ça va se faire de manière presque aléatoire et en réalité, on le sait aujourd'hui, de manière biologique. Le changement d'humeur se fait de manière biologique. Dans ce qu'on appelle l'hypomanie, c'est une forme plus dégradée de manie, c'est-à-dire plus douce, mais où on va reconnaître une exaltation, une agitation, des difficultés de sommeil. Et là, je peux vraiment aider nos auditeurs. Souvent, vous savez, on parle des différents types de troubles bipolaires, type 1, type 2, type 3. Et alors là, je donne la définition. Type 1, c'est l'oscillation entre des phases dépressives, donc d'abattement, et des phases de manie, de vraie manie, c'est-à-dire d'exaltation, de perte de contact avec la réalité. Le type 2, ça va être des oscillations entre des épisodes de dépression et des épisodes d'hypomanie. Donc là, encore une fois, d'exaltation, mais sans perte de contact avec la réalité. Et le type 3, c'est lorsqu'une personne est sous antidépresseur et qu'elle va déclencher une phase maniaque. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, on ne sait pas aujourd'hui si c'est parce que c'était un état
pré-bipolaire ou si c'est le médicament qui induit cela. Et c'est pour ça que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je les invite vraiment, si elles sentent à un moment donné qu'elles sont dans une exaltation, dans une agitation qui peut les mettre en danger sans aucune raison apparente et que l'entourage le leur renvoie, souvent à consulter en première instance un médecin ou un médecin psychiatre pour pouvoir déjà avoir une observation clinique avant toute chose. Parce qu'aujourd'hui, et c'est la note d'espoir que j'aimerais apporter à notre émission, aujourd'hui les troubles bipolaires, on les prend parfaitement en charge. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui permettent à la personne de vivre de manière stabilisée. J'ai aussi prévu d'ouvrir quelques clés, voilà, pour mieux vivre au quotidien quand on souffre d'un trouble bipolaire ou de manière générale quand on a des émotions fluctuantes. Voilà. Et un autre concept qui serait intéressant, c'est celui de cyclothymie, où là, ça va être une oscillation rapide entre des moments légèrement maniaques, légèrement dépressifs. Vous pouvez avoir ce changement. Et là aussi, malheureusement, je crois que les personnes qui souffrent de cyclothymie sont la cible privilégiée des coachs parce que elles vont se dire, tiens, elles vont valoriser en fait la personne qui s'adresse à elle en disant mais vous êtes vraiment hypersensible, mais vous êtes vraiment extraordinaire, vous avez un tempérament, elles vont le flatter. Et finalement, vous avez raison, c'est très à la mode. L'hypersensibilité, c'est très à la mode. Voilà. Moi, je l'entends souvent d'ailleurs. Et si c'est très à la mode, c'est forcément parce qu'il y a des personnes qui leur disent qu'ils sont hypersensibles. Je veux dire, on est tous sensibles. L'hypersensibilité, c'est pas non plus. Quelle différence finalement entre sensible et hypersensible? Voilà. C'est comme hyperactif, c'est comme hyper génial. Enfin, je veux dire, on peut mettre hyper partout, hein, mais restons prudents. C'est très très grave. Et moi, j'aimerais dire une chose aux coachs, aux Manitou du développement personnel. J'aimerais leur dire honte à vous. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais ils n'ont pas besoin de nous écouter puisqu'ils savent tout. C'est-à-dire que de ne pas avoir de formation diagnostique, de ne pas savoir faire une évaluation clinique d'une personne en souffrance, d'en prendre la responsabilité, c'est parfois se rendre presque coupable d'homicide involontaire parce que il y a des états psychiatriques graves qui nécessitent une prise en charge adaptée et on ne peut pas jouer à la roulette russe avec nos patients. Quand on est psychologue, quand on est psychiatre, on a une formation qui dure de 5 à 8 ans. On est formé à diagnostiquer, à orienter la personne vers la structure de soins qui lui est adaptée. Et ce que je vois aujourd'hui sur Instagram est déplorable. Aujourd'hui, vraiment, je le vois. Je vois vraiment cette espèce de flatterie systématique de l'ego des personnes en souffrance en leur disant encore une fois qu'elles sont hypersensibles alors que cette surréactivité qui est la leur peut indiquer un état pré-bipolaire et ça je trouve que c'est absolument anormal et j'invite vraiment les personnes qui se sont engagées sur tout un tas d'applications d'autodiagnostic, d'autothérapie qui suivent des coachs sur Instagram ou sur YouTube à vraiment, si leur état persiste, si elles se sentent en souffrance, à s'adresser à des professionnels dignes de ce nom parce que je crois vraiment que l'absence de bordure juridique est absolument scandaleuse et dévastatrice. Donc ça, c'est le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Et le message que vous faites passer, et c'est ça qui est important, c'est que finalement, aujourd'hui, on peut être aidé par des médicaments Absolument. Et à ce moment-là, se sentir mieux, aller mieux, ce qui n'est pas le cas évidemment du coach qui ne pourra pas prescrire les médicaments adaptés, qui d'abord ne sait même pas quel médicament il faudrait donner. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de détruire les coachs pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment des solutions aujourd'hui qui sont efficaces. Et un grand vide juridique, c'est-à-dire que je ne serais pas obligé de tenir ce propos si une loi encadrait les pratiques des personnes. Il y a eu récemment, il y a quelques années, une loi contre les ceux qui se prétendaient thérapeutes. Mais malheureusement, là, ils ont trouvé une autre appellation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'appellent coach. Ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on a plein de professions entre guillemets, soi-disant pour aider les gens, mais qui sont finalement pas des vrais métiers où il y a eu une formation. Tout à fait. Question quand même avant de donner la parole aux éditeurs qui peuvent nous rejoindre sur Sud Radio. Quand on est avec quelqu'un, quels seraient les indices qui laissent à penser que la personne a des troubles psychiques qui méritent d'être soignés? Il y a vraiment, spécifiquement sur notre sujet d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre cette exaltation ou cette dépression qui est, encore une fois, totalement décorrélée. Alors bien sûr, en dents de scie, il y a des vraies phases, vous avez raison de le dire, j'en ai pas parlé. Il y a des phases dépressives, il y a des phases maniaques, mais c'est surtout, encore une fois, totalement coupé vis-à-vis des événements. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, tout à coup, à 2h du matin, la personne se met à dire « Allez, je vais nous préparer des vacances, etc. Ça va être super », mais presque trop, vous voyez, sans qu'on comprenne. Il y a vraiment cette irrationalité
l'irrationalité, dans la fluctuation de l'humeur. Encore une fois, et vous l'avez magnifiquement dit dans votre introduction, il est tout à fait normal d'être triste, d'être joyeux, d'éprouver du dégoût. Les émotions primaires, elles nous servent, mais si on ne peut pas les rattacher à un contexte, c'est qu'il faut s'inquiéter. De la même manière, c'est quand nos émotions deviennent invalidantes. On peut être triste et bien sûr, alors voilà, ça va être difficile, mais oui, ça ne doit pas nous mettre à mal. Quand on n'arrive plus à se lever le matin, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Eh bien, Exactement. c'est à vous de réagir sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychanalyste, vous êtes docteur en psychopathologie, d'où votre capacité, en effet, à évoquer la bipolarité. On l'a dit, dépressif, maniaque. Peut-être préciser à juste titre. Oui. Alors bien sûr, pour nos auditeurs, quand il est question de manie, d'état maniaque, alors c'est pas comme quand on est maniaque et qu'on peut pas s'empêcher de nettoyer son salon, sa salle de bain, sa salle à manger ou que sais-je encore. Rien à voir avec le fait d'être manie au sens populaire du terme. On désigne bien un sentiment d'exaltation, d'euphorie, de rupture avec la réalité, d'incapacité à arrêter son corps. Il y a vraiment, en fait, je vais vous utiliser une image, c'est devenir un incendie. Une personne qui est en état maniaque, elle peut vraiment rire pour rien du tout, elle ne sait plus comment se contenir. Et j'ajoute d'ailleurs que certains patients, certaines personnes traînent parfois des addictions depuis très 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 longtemps parce qu'elles ne savent pas qu'elles souffrent d'un trouble maniaque et qu'elles ont trouvé comme ça une manière de se contenir, de contenir cet incendie. Gardez cette idée, chers auditeurs, du feu. Si vous ressentez ce feu qui brûle tout, ce feu qui vous met dans des situations impossibles, c'est peut-être un état maniaque. Et une deuxième clé que je voudrais vous donner, quand vous hésitez à consulter quelqu'un, voilà, que vous ne savez pas vers qui vous tournez, regardez si la personne a un numéro RPPS, c'est-à-dire si elle est inscrite au répertoire des professionnels de santé, répertoire partagé. Ça, c'est quand même un bon indice et vous savez que la personne a déjà une expérience clinique et qu'elle peut vous recevoir. Ça, c'est le bon curseur. Méfiez-vous des personnes qui n'ont pas ce numéro-là parce que vous ne savez pas comment elle a été formée et comment est-ce qu'elle recevra votre douleur. Votre santé psychique compte autant que votre santé physique. Oui, et là on parle bien de santé psychique. Je crois que c'est important. Oui. On commence seulement depuis quelques années à évoquer ce terme de santé psychique, mais c'est vrai qu'on peut être malade de sa psyché et que ça se soigne. Oui. Puisqu'on est malade, ça se soigne. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle à entendre aujourd'hui. Oui. Mathieu, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Mathieu. Alors on vous écoute, allez-y. Oui, j'ai écouté attentivement le docteur. Je pense pas que je souffre de bipolarité, mais par contre, j'étais quelqu'un de très impulsif dans le passé. Oui. Notamment jeune. Bon, je pense que c'est dû à ma culture, parce que j'ai une culture méditerranéenne. Et après, j'ai aussi des blessures de rejet que j'ai pu subir dans la période adolescence, plutôt adolescence. D'accord. Et après, bon, je me suis fait un peu tout seul parce que j'ai toujours été curieux et comme j'avais du mal à avoir des amis, un cercle social, tout ça, donc je me suis réfugié dans la solitude qu'on m'a imposé et après j'en ai fait un refuge et ça m'a permis après aussi de travailler un petit peu sur moi et d'essayer de comprendre tout ça, oui. Mais par moi-même, par la lecture et après au fur et à mesure du temps de la vie, la vie vous façonne. Vous propose des rencontres et vous avancez comme ça dans la vie. Enfin, ça a été un laboratoire d'expérience. Ah oui. Et en même temps, vous disiez que vous étiez très impulsif au sortir de l'adolescence, j'imagine. Et quelque part, c'est un moment de révolte quand on a soi-même subi des traumas. Donc ça vous a peut-être aussi permis, enfin ça vous a peut-être aussi un peu sauvé cette période-là. Oui, et Mathieu, votre témoignage est extrêmement précieux. Je vais vous dire pourquoi. C'est que vous évoquez justement cette période de l'adolescence, et à l'adolescence en réalité il y a un grand feu, comme j'ai dit tout à l'heure, endocrinien, c'est-à-dire que sur le plan aussi physique, sur le plan des hormones, ça bouillonne, ça palpite, et c'est pour ça que souvent on a presque l'impression d'un état maniaque à l'adolescence, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Dans votre propos, j'entends cette impulsivité que vous avez su border par vous-même, contenir par vous-même, avec la lecture, avec ce laboratoire social qui était devenu l'existence pour vous. Donc je trouve que oui, votre propos est très clair. J'ai eu des phases aussi de mélancolie, donc de tristesse. Je pense notamment dans les périodes de solitude. Après, je me suis jamais inquiété de ça, et après, avec le temps, en apprenant à mieux se connaître et en faisant des rencontres intéressantes, je me suis aperçu que j'étais quelqu'un de gentil, de bon. Par contre, ce qui se passait, c'est que parfois, à force d'être trop gentil, on peut en abuser. Et dès qu'on me blessait ou dès qu'on me faisait des coups bas, je pouvais devenir très rancunier. Là aujourd'hui, je travaille un peu plus sur ça et je pardonne plus facilement, mais ce qui n'était pas le cas avant. Mais en fait, ce qui est là encore très juste dans votre propos, c'est que s'il y a bien une émotion qui peut parfois nous laisser penser qu'on aurait un trouble maniaque ou que sais-je encore, c'est bien la colère. La colère, s'il y a quelque chose comme ça qui vient sidérer nos ressources cognitives, on peut être parfois estomaqué, éberlué par sa propre colère. Mais ça ne veut pas dire que c'est pathologique pour autant. Quand on est trahi, il est normal d'être en colère, par exemple. Mais c'est même bon signe, parce que c'est une manière. Enfin, être en colère, c'est se respecter, quand on a été justement trahi. Oui. Alors, justement, en parlant de colère, je l'ai vu là avec mes enfants. Je pouvais être très colérique et impulsif quand ils étaient petits. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais là, aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à dépasser, c'est la relation que je peux avoir avec ma femme, qui a du caractère. Et moi, qui suis bon, gentil. À un moment donné, elle peut en abuser, et parfois, quand elle dépasse les limites, là, je peux être très colérique et impulsif, et limite après, il va me falloir quelques jours pour décanter. Ah oui, quand même. Donc il y a des choses qui reviennent, surtout par rapport à ma femme. Vous boudez alors un peu, c'est ça? Ouais. Mais avant de bouder, je vais me mettre en colère, je vais la remettre à sa place. Elle va redescendre aussi. Et après, il faut que j'ai un certain temps pour pouvoir décanter et passer les émotions négatives. Oui, mais il me semble, à vous écouter, que vous commencez à vous connaître et que finalement, vous arrivez l'un et l'autre à vous pardonner et à repartir du bon pied, si je puis dire. Ouais, mais ça recommence, ça revient. Il y a peut-être cet aspect quand même un peu variable. Ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, vous savez, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le conflit explose, il y a 3 secondes où on va être vraiment au taquet, comme diraient les ados, sur nos humeurs, sur nos émotions. Autorisez-vous un pas de côté, dites ok, je sens monter la colère, tu es en colère. Là, on va chacun dans notre pièce. Moi, je vais dans le jardin, toi, tu vas là. Et donnez-vous ce temps où vous n'allez pas essayer de dialoguer. Où, en fait, chacun a son espace cognitif non partagé. Et une fois que vous identifiez que l'émotion est redescendue, là, peut-être que vous essayez de dialoguer. Mais l'erreur que font les couples que je reçois, c'est qu'ils essaient toujours de dialoguer quand ils sont tout feu, tout flamme. Ça ne marche pas. Il faut respirer un bon coup. Voilà, autorisez-vous l'espace cognitif non partagé. Ça ne sert à rien d'essayer de dialoguer quand on est en colère. Vous pouvez essayer de faire ça, Mathieu ? Alors oui, je comprends très bien. Justement, moi j'avais imagé ça avec une forme de vague qui monte. Absolument. Et après qui redescend. Sauf que il faut être à peu près sur la même fréquence avec sa partenaire, et je m'aperçois que on n'a pas fait le même travail dans ce domaine-là, et ça crée un décalage. Donc on n'est pas vraiment synchro et on ne prend pas le même recul. C'est-à-dire, vous pensez qu'elle ne se rend pas compte que par moment elle est un peu... Non. Vous pouvez... C'est ça, hein. Bon. Ce que vous pouvez faire, c'est à un moment donné où vous êtes tous les deux très calmes et très bien et très serein, vous pouvez lui expliquer que par moment vous vous sentez blessé, parce qu'il faut parler de vous évidemment. Quand elle vous dit des choses, parfois vous vous sentez un peu blessé, et proposer peut-être un joker. Au moment où vous vous sentez blessé, vous sortez très bonne idée. La photo du Dalai Lama ou je ne sais quel autre sage. Vous voyez qu'elle comprenne que là vous allez être en surchauffe parce qu'elle vous blesse. Pourriez faire ça ? Oui, je pourrais, sauf que elle voit pas, elle le rationalise pas, elle est tellement débordée par ses émotions qu'elle n'entend pas. C'est pas grave, parce que là, elle aura en face d'elle quelque chose qui va lui montrer. Elle aura son miroir, si je puis dire. Vous voyez, parce que sinon, c'est vous qui prenez.
Et vous prenez, et puis après vous êtes obligé de décompresser, et puis vous mettez un peu de temps à lui pardonner, visiblement, si j'ai bien compris, puisque vous boudez un peu. Et donc c'est quand même des mauvaises herbes dans votre jardin à tous les deux. Donc peut-être qu'en lui montrant, alors je sais pas, vous pouvez prendre un objet, vous pouvez prendre quelque chose qui serait un peu le joker. Et au début, ça va peut-être la mettre encore plus en surchauffe. Mais au bout d'un certain temps, elle va avoir ce flashback de retour. Et dites-vous que vous ne pouvez pas la changer, elle. Vous ne pouvez pas, mais que, puisque vous avez identifié la difficulté qui est la sienne, que vous pouvez peut-être vous changer, vous, c'est-à-dire changer la façon que vous avez d'espérer qu'elle bouge, alors que non. Et il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le trouble de colère explosif intermittent, qui ressemble un peu à ce que vous décrivez, c'est-à-dire un moment où tout à coup le cerveau il switch, on voit rouge, on ne repère plus rien de rationnel et on attaque. Et ça, il faut vraiment réussir à s'en tenir à l'écart, c'est-à-dire géographiquement même, pouvoir changer de pièce, pouvoir se tenir encore une fois avec une certaine distance vis-à-vis de sa douleur, parce que c'est une grande souffrance, cette colère-là, pour se protéger, pour protéger l'autre. D'accord. Merci en tout cas, Mathieu. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de la sensibilité des hommes, justement. Avec Samuel Doc, aujourd'hui, nous parlons des changements et des troubles de l'humeur. Vous souhaitez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, figurez-vous, Samuel Doc, j'ai choisi un Love Conseil un peu en rapport avec l'émission. Beaucoup de femmes se plaignent que leur homme ne serait pas assez câlin, et donc elles en déduisent qu'il est insensible. Hein. Et je crois que c'est important de rappeler que l'homme est moins en relation immédiate avec ses émotions, et que souvent, il porte un petit peu un masque ou une cuirasse, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est vrai que, à l'inverse de la femme, montrer ses émotions pour un homme, c'est parfois signe de faiblesse. Hein. Alors heureusement, les choses changent. On accepte que les hommes pleurent, on accepte, mais ça reste quand même encore quelque chose de. Enfin, et puis de toute façon, je pense que les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à leurs émotions. Hein. Alors la question que se posent beaucoup de femmes, c'est comment l'aider à se livrer. Alors moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est de lui faire parler de son enfance. Et souvent, quand on fait parler un homme de son enfance, il y a toujours un moment où il va être ému. Alors on peut le faire parler de ses parents, évidemment, mais on peut aussi, s'il a eu un animal familier lorsqu'il était petit, ça marche beaucoup. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il soit très touché et qu'il puisse, à ce moment-là, un petit peu se lâcher, si je puis dire, dans ses émotions. Et puis, il faut le faire parler de ses succès, de quoi il est fier. Et là aussi, il va pouvoir parler avec un peu plus d'émotion. Pourquoi pas les rêves. Et tout doucement, ses confidences vous montreront qu'il a un cœur, et que pour qu'il se livre, il faut l'emmener tout doucement sur ses émotions. Parce que c'est vrai que de toute façon, naturellement, l'homme va agir plutôt que s'attendrir. Et chaque fois qu'il se livre, il faut être très reconnaissante du cadeau qu'il nous fait. Ah, c'est très beau, et puis c'est fondamental. Oui, on parle quand on se sent autorisé à le faire. Et moi, j'ai une patiente qui alors parfois les idées viennent des patients. Une patiente, Émilie, je la salue si elle nous écoute, qui me disait ce qu'elle faisait avec son conjoint, c'est qu'ils écoutaient les battements de cœur l'un de l'autre le soir pour retisser quelque chose du corps à corps qui après permet le langage. Et je trouvais que avant de dormir, quelque chose de comme ça, de cette chaleur des corps, je trouvais que c'était très beau. Donc je partage cette idée de cette patiente avec vous. Mais oui, vous avez raison, il faut pouvoir se sentir autorisé à parler. Sinon on le fait pas. Il faut pas brusquer l'autre en disant là t'es pas sensible, t'es pas ceci, t'es pas cela. Il faut inviter le discours. Voilà. Donc ça s'ouvre un homme, mais il faut un petit peu de délicatesse. Exactement. Bonjour Chantal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Très instructif ce que vous venez de dire. Merci. Je me sens très, très concernée avec ayant un compagnon depuis pas très longtemps, depuis 2 ans, mais très excessivement fermé et des changements d'humeur en l'espace de 2 secondes, sans comprendre et sans savoir, quoi. Donc c'est pas facile à surmonter. Alors que moi j'aime, quand j'ai quelque chose qui va pas, je le dis. Mais pour revenir à ce que disait Samuel Doc en présentant l'émission, est-ce que votre ami justement, il est en changement d'humeur de manière totalement imprévisible et qui n'est pas logique?
Oui, voilà, tout à fait. Donc on pourrait craindre, en effet, que là, on est quelqu'un qui soit un peu bipolaire. Oui, j'avais pas trop mis ce terme-là, mais effectivement, oui, ça peut, bien sûr. Oui. Donc j'essaie toujours de me mettre dans sa tête pour savoir à quoi ça peut être dû, mais c'est compliqué, quoi. Ah ben ça c'est quasiment impossible même, je vais vous dire. Est-ce que il peut sembler parfois très 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 euphorique ou parfois presque à la lisière de la violence? Est-ce que c'est non? Dites-nous alors, décrivez-nous ces changements s'il vous plaît. Décrivez-nous. Voilà, c'est plutôt quelqu'un de très cadré, de très carré dans la vie au quotidien, de très pas euphorique, mais de très un peu possessif comme dans le milieu, dans l'intimité. Oui. Voilà, il a deux comportements complètement différents quand on est dans l'intimité, où il a besoin, d'avoir des bras autour de lui, il a besoin de me serrer contre lui. Voilà, ça c'est quelque chose que je vis avec lui. Mais sorti de la chambre et sorti du lit, en fait, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, il y a plus de gestes, il y a plus d'attention, il y a plus de mots, il y a plus rien en fait. Ah oui, là c'est quand même très lié à la relation, hein, ce que vous décrivez. Oui, est-ce que ça vous semble être une personne qui est très dans le contrôle? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très dans le contrôle, oui. Parce que ça, on peut aussi l'observer, c'est-à-dire que certaines personnes qui sont justement très 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 dans le contrôle, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie ménagère ou autre, elles contrôlent, et il y a des petits moments dans des domaines très spécialisés, par exemple là, la conjugalité, où elles lâchent tout. Et ça fait peur. Eh bien oui, ça fait peur. Enfin, ça fait peur, puis je comprends pas, quoi. Je pense qu'il est très en confiance avec vous et certainement qu'il vous aime. Et donc, à ce moment-là, il peut enfin, comme je le disais tout à l'heure, lâcher l'armure. Oui. Ce qui vous dérange, c'est que, en fait, ça ne se passe qu'au moment où il y a des rapports corporels, quoi. Oui, quand vous aimeriez que dans la vie au quotidien, il soit aussi tendre, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je lui ai expliqué aussi, que bon, voilà, il peut être moins démonstratif que je peux l'être. Bien, bon, depuis, je gère mes démonstrations, mais il n'y a pas une main sur l'épaule, il n'y a pas une caresse pour la joue, il y a rien, quoi. Est-ce qu'il boit de l'alcool, madame? Non, pas du tout. Ah, bon. Pas du tout. Pas du tout. Donc on s'éloigne quand même un petit peu, voilà, du diagnostic bipolaire. Là, on voit que c'est très lié à la relation et à la question de la confiance que vous portez l'un l'autre et à ce qu'il trouve auprès de vous, comme l'a dit très justement Brigitte. Petit conseil dans ces cas-là, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne pas évoquer ces difficultés relationnelles avec lui à chaud, mais peut-être attendre de faire une promenade dans la nature, d'être dehors quand l'esprit s'évade, pour pouvoir évoquer ce que vous vivez au quotidien dans un environnement ensoleillé, extérieur, c'est-à-dire d'exporter le conflit ailleurs dans le quotidien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ça peut valoir le coup. Mais lui est conscient aussi de son comportement, il en est conscient. S'il en est conscient, moi j'aime bien à ce moment-là mettre un petit peu d'humour. Parce que s'il en est conscient, c'est en vous en amusant tous les deux que vous allez pouvoir faire avancer les choses. En vous en amusant, vous voyez, pas vous moquer, hein, attention, faut bien faire la différence. Il faut que ce soit une complicité ensemble qui peut lui faire se moquer un peu de lui-même. Je dis bien que lui-même se moque de lui, et ça peut lui permettre de lâcher un petit peu. D'accord, oui, je comprends ce que vous voulez me dire. Je vais tester dans ce sens-là, parce que moi j'aime bien la légèreté, enfin voilà, de l'humour et des choses comme ça. Donc j'essaie de l'amener sur ce terrain-là, mais c'est difficile, quoi. Voilà, en tout cas, rassurez-vous, parce que dans le cadre des troubles qu'on évoque aujourd'hui dans l'émission, il n'y a pas de spécialisation du trouble de l'humeur sur un domaine particulier. Lorsqu'une personne flambe, pour reprendre mon image, c'est sur tous les domaines. Une personne vraiment bipolaire, je veux dire, le travail, c'est pas possible de le
le maintenir. Elle est beaucoup trop mal, beaucoup trop exaltée. C'est l'ensemble. Là, c'est vraiment trop lié à la conjugalité, trop précis pour que ça concerne le sujet. D'accord, je comprends. Oui, bien. et puis moi, dès que quelqu'un est conscient d'un blocage, parce que bon, il a un petit peu du mal avec ça, mais il en est conscient. C'est le premier pas pour aller mieux. Le premier pas, c'est déjà d'être conscient des progrès qu'on a à faire. Oui. Oui, bien sûr. Mais après, faut-il encore l'amener à pouvoir en discuter Mais discutez pas. Servez-vous du langage corporel. Dans votre cas, c'est vraiment par le langage corporel que vous allez libérer, parce que c'est quelque chose que forcément lui vient de son passé. Hein, donc il faut apprivoiser, si je puis dire, l'animal. Hein. Oui, mais oui, c'est tout à fait ça. Apprivoiser l'animal. C'est ce que je ressens depuis le début. Voilà, et donc il faut le caresser dans le sens du poil, et puis à force il va remuer la queue. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte, enfin franchement. Bah, écoutez, il faut appeler un chat aussi. Hein. Ah oui, et une chatte, on peut continuer longtemps comme ça. Hein. Tout à fait vrai. Bon, je vous laisse avec votre animal, hein, Chantal. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous évoquons les sautes d'humeur et on va voir quand il faut s'en inquiéter. Et nous avons Marjorie qui nous appelle. Merci de prendre la parole, Marjorie. Et Samuel Doc vous écoute. Allez-y. Merci à vous. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, voilà. Moi, en fait, je vous appelle parce que j'ai pas forcément... Enfin, déjà, j'ai des émotions qui sont assez fortes, assez extrêmes. Oui. En général, dans ma vie en général. Après, il y a une époque, je suis allée voir une psy qui m'a dit que, en fait, j'ai été hypersensible. Pour le coup, c'est une psy qui me l'a dit. Et c'est vrai que quand j'ai lu... Quand vous dites psy, elle avait quoi exactement comme formation? Elle était, comment on dit, psychanalyste. Ah bah voilà. Continuez. Et donc, voilà. Et ensuite, dans ma vie, il y a 9 ans, il m'est arrivé une rupture très difficile. Et à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que quand la rupture est arrivée, je ne dormais plus. J'ai cru, franchement, je pense que j'étais à deux doigts de la folie parce que je dormais plus. J'avais des problèmes de démangeaison, donc j'étais persuadée que c'était à cause de ma lessive. Je voulais plus que les gens me touchent. Je voulais plus vraiment me laver non plus. Je voulais plus changer de vêtements. Et ça a duré combien de temps cette phase? Ça a duré 2 mois, 3 mois. Oui, c'est quand même beaucoup. Il faut savoir, puis après je donne la parole à Samuel Doc qui est quand même plus spécialiste que moi. Il faut savoir que quand on vit une grosse épreuve, et une rupture amoureuse peut être une grosse épreuve, il peut y avoir comme ça des effets psychiques qui remontent à la surface. Hein. Oui. Oui, voilà. Et puis moi, je pouvais pas, donc je suis retournée en fait chez mes parents parce que je pouvais pas rester seule. C'était impossible pour moi. Je voyais beaucoup de monde. J'aidais les autres avec leurs problèmes parce que ça me faisait du bien. Voilà. Et donc après, ça s'est calmé, ça allait mieux. Mais je suis toujours angoissée en fait. Depuis, je suis angoissée. Je fais très souvent des crises d'angoisse, voilà. Ça s'est calmé tout seul, cette crise? Alors, non, j'ai vu énormément de médecins différents. Voilà. Voilà, j'ai vu des médecins homéopathes, j'ai vu des psys, j'ai vu des acupuncteurs, j'ai vu des gens qui faisaient du shiatsu. Enfin, en fait, il fallait que je sorte de là, il fallait que je trouve une solution. J'avais l'impression d'être un rat enfermé dans un labyrinthe et que le labyrinthe prenait feu, il fallait que je sorte. Et en fait, l'hypnose m'a beaucoup aidée. Mais vous n'avez pas vu de médecin psychiatre à cette époque?
Malgré la violence des symptômes que vous décrivez, avec insomnie, avec même des délires, parce que c'est ça aussi dans la manie, si vous voulez, ça je l'ai pas dit en introduction, mais dans la manie, il y a assez fréquemment des éléments délirants, c'est-à-dire que les personnes vont se mettre à complètement tisser des idées irrationnelles. Donc ça s'entend un petit peu dans votre propos. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, parce que vous parlez du rat dans le labyrinthe en feu, vous parlez de troubles du sommeil, vous parlez comme ça d'une espèce de frénésie sociale, d'une boulimie sociale, ça ressemble quand même beaucoup à un épisode maniaque ou hypomaniaque, ce dont vous avez fait l'expérience. Oui. J'ai l'impression, et je pense que c'est pour ça que vous appelez aujourd'hui, c'est que vous avez dû reconnaître des trucs, non ? Oui, voilà, oui. Et puis, en fait, sur le coup, j'ai pas pensé à ça, et puis après, j'ai pensé à ça. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais très... c'était très, très dur. Et puis... oui, j'étais perdue, quoi. J'étais perdue, mais non, je suis pas allée voir de psychiatre. Oui, mais c'est. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense. Oui, mais je pense qu'il y a encore dans l'esprit de beaucoup de gens qu'on va voir un psychiatre parce qu'on est fou. Et ça, c'est une erreur, c'est parce dommage, que le psychiatre, c'est le médecin de la psyché, c'est tout. Oui, alors bien sûr que le psychiatre va aussi soigner des schizophrènes et des fous, mais le psychiatre, c'est d'abord le médecin de la psyché, quoi. Donc quand on a des troubles d'humeur forts, comme vous semblez les décrire, parce que c'est quand même c'était très violent. Ouais. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'en off, avec Brigitte, j'évoquais quelque chose. Je lui disais qu'il faut de 8 à 10 ans entre la survenue des premiers symptômes et le diagnostic de troubles bipolaires. Voilà, il y a de 8 à 10 ans qui se sont écoulés. Et quand je vous écoute, quelque part, vous permettez de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que dans ces 8 et 10 ans, il y a déjà toute cette errance thérapeutique. Voilà, on consulte des psychanalystes. J'ai rien contre, je suis psychanalyste aussi, j'ai le titre. Mais bon, à certains moments, je préfère être psychologue. Donc des acupuncteurs, des hypnothérapeutes. Je vais préciser quand même que malheureusement aujourd'hui, on peut se mettre psychanalyste sans formation très sévère, très solide. Absolument. Autant on peut pas se mettre psychologue clinicien sans avoir le diplôme, mais psychanalyste aujourd'hui, ça reste très flou. Exactement. Et c'est pour ça, vous voyez que quelque part, du fait que cela fasse peur, psychologue, psychiatre, docteur en psychopathologie, tous ces mots, ça va nourrir parfois une certaine forme de déni. On va se dire, tiens, je peux y arriver par moi-même, je me connais moi-même. Et le problème, c'est que certains troubles qui à ce moment-là pourraient rester à l'état aigu, critique, vont s'installer dans la durée. Donc, chers auditeurs, si vous nous écoutez à travers ce témoignage, je vous invite vraiment à vous faire aider, à oser. Au pire, vous serez trompé. On est mauvais juge de soi-même. Marjorie, ce que j'entends, c'est qu'au fond, vous avez beaucoup souffert, alors que peut-être une aide médicamenteuse vous aurait un peu soulagé et vous auriez moins souffert, parce que c'est ça. Oui, c'est sûr. Après, j'ai pris des somnifères à ce moment-là, mais honnêtement, ça m'a servi à rien. Quoi. Ça servait à rien. Pourquoi les somnifères ? Parce que les somnifères, ça n'agit pas. Quand il s'agit de cet embrasement que je décrivais. Une personne qui est bipolaire, si on lui prescrit des somnifères, franchement, c'est pas ça qui va faire bouger la phase maniaque, c'est les régulateurs d'humeur qui vont lui permettre d'avancer. Donc c'est ça la grande difficulté. Après, qu'il y ait un événement déclenchant à une phase maniaque ou hypomaniaque, ça arrive, c'est-à-dire qu'un très très grand choc peut révéler quelque chose qui était déjà là à l'état latent. Oui, parce que moi j'ai pas de trucs, mes émotions elles sont assez extrêmes, mais c'est jamais pour rien, quoi. Il y a toujours une raison là-dessus. Et moi, ce que je voulais demander, parce qu'aussi, ma grand-mère, elle est bipolaire, donc est-ce qu'il n'y a pas des trucs d'hérédité, des trucs comme ça? Je pensais plus en parler vers la fin de l'émission, mais tant mieux si vous m'autorisez, si vous me permettez de le faire. C'est qu'il y a vraiment une prédisposition génétique avec une héritabilité élevée. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un médecin psychiatre ou un psychologue, on va quasiment tout de suite vous demander si dans votre entourage familial, il y a une personne bipolaire. Il y a une composante génétique. Oui, parce qu'après moi, voilà, dans tout ça, à un moment, je suis allée voir des psychiatres et c'est vrai que j'en ai vu 2. Ah, vous avez vu quand même. Oui, mais les 2, honnêtement, je me suis dit vraiment les psychiatres, ils comprennent rien. Enfin, désolé, mais les personnes que j'ai vues, il y en avait une, je la voyais une demi-heure tous les 15 jours. Elle se rappelait même plus ce que j'avais dit la fois d'avant. Et il y en avait une autre, elle était un peu loufoque, quoi. Elle m'a dit non, mais elle m'a filé des antidépresseurs, c'est ok. Puis elle m'a dit non, mais il faut que vous travaillez, ça ira mieux. Et puis voilà, quoi. Ah oui. Ouais. Et elle vous a donné des antidépresseurs sans superviser
Ce qui allait se passer ensuite, parce que le risque dans ces cas-là, je vais vous dire, si on vous prescrit des antidépresseurs, c'est de complètement flamber. C'est-à-dire que l'antidépresseur qui est pas suivi, il va avoir l'effet inverse et il va induire un état maniaque ou hypomaniaque. S'il est pas suivi, c'est un risque. Moi, j'ai continué à l'avoir, et ça m'a fait du bien, les antidépresseurs. Bon, très parce bien. qu'en fait, c'était pas à ce moment-là, c'était au moment après, j'ai eu de nouveau pas un truc comme ça, mais j'avais des crises d'angoisse tout le temps, mais c'était juste les crises d'angoisse. Donc là, j'en pouvais plus et je suis allée voir pour prendre, voilà. Parce que, oui, mais c'est pas anodin, des crises d'angoisse. Non. Non, c'est pas anodin, non. Ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie, et certains patients qui souffrent de troubles anxieux généralisés, et c'est pour ça vous voyez que vraiment c'est très important l'expérience diagnostique. Certains patients qui ont des états anxieux graves, parfois on a même l'impression qu'ils souffrent d'une manie tellement ils vont mal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris à la gorge que ça ressemble. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, moi, une chose que j'invite à faire, c'est aussi de rencontrer quelqu'un avec qui passer un bilan psychologique, c'est-à-dire passer des tests. Mais quelqu'un de sérieux, pas des tests en ligne sur Internet. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais plutôt l'impression, quand je lisais un peu, parce que c'est vrai que voilà, c'est dur. En fait, moi, j'habite dans une petite ville, vraiment, et c'est pas forcément évident de trouver des professionnels compétents, quoi. Quand j'entends les émissions, vos émissions, Brigitte, je me dis, ah là là, si je pouvais. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu, il n'y a pas trop des choix je suis d'accord. très variés et grands. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était plutôt que je trouve, pour moi, je souffrais plutôt d'un trouble maniaque généralisé, là, je sais pas quoi. Parce que je suis très anxieuse, quoi. Ah oui, puis vous pouvez pas vivre avec ça. C'est franchement vivre avec une anxiété. Moi, dans mes livres, je raconte comment j'ai souffert d'un trouble anxieux. C'est une personne qui n'en a pas fait l'expérience ne peut pas imaginer l'enfer que c'est que d'être anxieux. Ouais. Cette impression d'être dans une pièce dont on a retiré tout l'air, les palpitations, la hausse de la tension artérielle, les idées terribles qui vont avec. C'est une horreur de vivre avec ça, n'est-ce pas? Oui, totalement. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous allez? Aujourd'hui, j'ai des angoisses qui sont revenues. Donc voilà, ça va pas fort, mais c'est pour ça que je vais prendre un rendez-vous pour parce que c'est vrai que quand j'ai pris les antidépresseurs, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a. Donc peut-être qu'il faut prendre rendez-vous avec un bon psychiatre. C'est vrai qu'il y a une liste d'attente quand les bons psychiatres, et même si vous habitez dans une petite ville, il y a forcément une ville un peu plus importante qui est peut-être un peu loin, mais parfois ça vaut le coup de faire un peu de route et d'avoir quelqu'un de compétent. Vous savez, comme je le dis souvent, notre santé, c'est notre bien le plus précieux. Et, c'est sûr. Et on est quand même dans un pays où on a ce qu'il faut pour aller mieux. Donc prenez vraiment soin de vous. Faites cet effort-là. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Et aussi, vous verrez sur Doctolib maintenant, même sur des psychiatres, mettons parisiens ou quoi, vous pouvez faire des consultations en ligne. Ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de patients qui vivent en province et ça se passe très bien. D'accord. Donc ça se fait aussi, rassurez-vous aussi de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a aussi la téléthérapie qui peut être un relais quand il y a vraiment un désert médical. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie. Non, c'est nous. Merci Marjorie de votre appel. C'est important parce que votre témoignage va peut-être faire écho à d'autres personnes qui nous écoutent et qui pourront peut-être aussi se prendre. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a une montée anxieuse dans la population. Elle serait due alors je sais que c'est depuis le Covid surtout. C'est dû à quoi? Il y a beaucoup de facteurs, mais je crois que c'est une crise civilisationnelle que nous rencontrons où chacun s'enferme sur son propre moi, sur sa propre individualité et n'arrive plus à être en lien. On vit très coupés les uns des autres, chacun derrière notre écran, chacun derrière nos commandes. C'est la dislocation des familles notamment. Peut-être que ça joue. Le milieu familial est de moins en moins présent. Les couples se séparent, les enfants sont entre deux familles. Enfin, on a comme allez, on va dire il y a une trentaine d'années, les familles étaient plus soudées, même s'il y avait tous les problèmes familiaux qu'on connaît, bien sûr. Mais il y avait quand même il y avait quand même des familles qui se soutenaient. C'est une possibilité, mais le monde lui-même semble devenir bipolaire, si je puis dire. C'est-à-dire avec des injonctions contradictoires, avec des émotions contradictoires. C'est vrai, c'est noir ou blanc. La nuance a disparu et c'est vrai que l'individu se retrouve quand même écartelé. Il faut à la fois prendre soin de
de sa santé mais vivre les expériences les plus folles, être écologique mais être un bon consommateur, voyager beaucoup mais ne pas prendre l'avion. L'individu est déchiré par les injonctions du capitalisme aujourd'hui. Donc je crois que tout ça, ça mérite d'être étudié et de toute façon, et vous l'avez suffisamment dit. On manque peut-être un peu de sacré aussi au sens large du terme. Au sens de spiritualité. Oui, je parle pas de religion particulièrement, mais le sacré, c'est ce qui nous permet justement de nous sentir reliés à quelque chose qui nous rassure, au fond. Peut-être trouver un sens à l'existence. Et c'est là que le corps parle. Quand on trouve plus de sens à l'extérieur de soi, on vient griffer, gratter l'intérieur de soi. D'où d'ailleurs l'explosion du tatouage, notamment. C'est assez étonnant de voir à quel point le tatouage en quelques années a pris une ampleur incroyable. Pour marquer son individualité. Et puis comme on dit, le corps c'est une sorte de miroir du social. Donc c'est à la fois réussir à se personnaliser, porter un discours devant les autres et en même temps moi. Il y a vraiment cet engloutissement narcissique. Alors la théorie n'est pas du tout de moi. On la retrouve chez tous les théoriciens de la postmodernité. Mais quand même, réussir à sortir de soi, c'est peut-être déjà aller mieux. Et en même temps, le tatouage, c'est aussi abîmer son corps, et le marquer. C'est pas forcément quelque chose de. Et ça peut d'ailleurs poser des problèmes par la suite, parce que le tatouage, ça s'enlève pas comme ça non plus. Alors moi, je vais vous répondre. Je ne risque certainement pas de me faire tatouer, parce que si je me fais tatouer, je ne pourrai plus rentrer dans les sources chaudes japonaises, et c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. Alors hors de question. Ah oui, au Japon, le tatouage est interdit. Complètement. C'est-à-dire que comme c'est une chose des yakuza, vous savez, la mafia japonaise. Voilà, je raconte ma vie, cette curieuse émission. Voilà, ça m'empêcherait de rentrer dans ces sources chaudes et franchement, c'est vraiment une des expériences que je préfère, d'être dans une eau bouillante comme ça, nue, pour la petite information. Voilà, donc pas de tatouage pour moi, non. Non, oui, mais c'est intéressant de voir comment la culture japonaise tient. C'est peut-être un des pays au monde où ça tient quand même Bien sûr. La culture. Oui. On voit aussi qu'on peut pas faire violence, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'instagrammeurs venir chouiner parce qu'ils se sont fait refouler d'une source chaude. Et non, parfois il y a des lois et il faut les respecter. Alors on va continuer à évoquer évidemment nos sautes d'humeur, mais on n'est pas. Enfin, je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un peu l'impression qu'il passe comme ça d'un état à un autre et que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que je pense que Samuel pourra vous aider à comprendre si en effet il y a besoin d'aller consulter ou pas. Bon, après je crois quand même aussi qu'il faut pas tout confondre, et l'anxiété c'est quelque chose de très particulier. On est tous un peu angoissés en tant qu'être humain, c'est normal. Maintenant, l'anxiété, c'est vraiment un état de souffrance. C'est la différence qu'il faut être un peu angoissé parce que on a peur de perdre son boulot, ou on a peur d'être quitté. Ça, je dirais que c'est assez humain. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose encore de différent. Tout à fait. C'est un état de peur sans objet. C'est-à-dire que la personne va vraiment déployer des ressources face à une menace qui souvent n'existe pas, ou qui est irrationnelle ou exagérée, ou même absente. Et là aussi, ce sont des choses, j'insiste, qui peuvent se travailler. On apprend paradoxalement qu'en lâchant le contrôle, on arrête de donner prise, on arrête de donner corps à ces peurs sans objet. Et souvent, malheureusement, les patients qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé vont essayer de beaucoup contrôler leur environnement et leurs émotions, alors que c'est à l'inverse, en lâchant, qu'elles vont réussir à... Voilà. Et ça se manifeste corporellement par de la transpiration, des palpitations, enfin des choses assez physiques. Très physiques. Moi, je donne un exemple à mes patients. Si là, je dis, Brigitte, imaginons, je vous dis, oh mince, alors il y a un lion dans la pièce. Partons vite, fuyons, on risque de se faire mordre. Voilà, ce serait rationnel, ce serait adapté, puisqu'il y aurait le lion. Mais si par contre, à l'instant, sur mon portable, j'ai vu qu'un lion s'était échappé du zoo de Vincennes, et que je vous disais, Brigitte, je viens de lire qu'un lion s'est échappé du zoo, vite, fuyons. Non. Ça voudrait dire que je réagis à un péril qui n'est même pas encore là, qui est totalement virtuel, ça n'aurait pas de sens. Et le trouble anxieux, c'est ça. C'est réagir alors qu'il n'y a pas de menace, ou alors que de manière très virtuelle. Ce serait quand même étonnant qu'il rentre dans le studio. En plus, ce lion. D'où l'exemple, oui. On est d'accord. Bon, allez, on fait une petite pause et on continue à parler de tout ça après les infos. Est-ce que vous subissez des changements d'humeur ou des troubles de l'humeur? On en parle aujourd'hui avec Samuel Doc. Venez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous retrouvons Samuel Doc. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychopathologie et c'est pourquoi nous évoquons aujourd'hui les états, les états bipolaires qui sont, enfin peut-être pourquoi pas aussi les états psychotiques ou schizophrènes. Hein. C'est des choses assez complexes parce que c'est pas, c'est pas tout le temps, c'est pas comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire, mais quand même, on a aujourd'hui suffisamment de connaissances pour pouvoir dire ce que c'est. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que malheureusement, et on l'a vu avec le témoignage de Marjorie, malheureusement, ces personnes qui souffrent, parce que c'est de toute façon de la souffrance, elles vont aller de thérapeute en coach, en passant par je ne sais quel autre, et finalement elles vont aller un tout petit peu mieux, mais elles restent bancales, alors que il y a des traitements aujourd'hui qui permettent de guérir d'une maladie psychique. Oui, tout à fait. C'est vraiment un des domaines de la psychiatrie sur lesquels l'errance thérapeutique est la plus élevée. Et vous avez raison, c'est dommage parce qu'à la fois il y a des traitements et il y a aussi un apprentissage de cette pathologie psychique. C'est-à-dire que les personnes qui en souffrent, on leur apprend à repérer les signes avant-coureurs, par exemple. C'est-à-dire le moment où elles vont switcher. Elles commencent à être irritables, elles commencent à avoir une insomnie, beaucoup d'énergie, ou au contraire un repli. Cette anticipation-là, par exemple, elle est précieuse quand on souffre d'un trouble bipolaire. À d'autres personnes, on peut leur apprendre à tenir un journal de leurs émotions aussi. Ça, c'est quand même très pratique pour qu'elles puissent identifier le fonctionnement même de leur maladie. Et alors aussi, troisième point très intéressant et très important, pouvoir repérer qu'il y a des choses qui déclenchent certaines phases. Par exemple, un stress important, une consommation d'alcool importante, un manque de sommeil. Toutes ces choses-là vont jouer. Donc c'est tout un apprentissage à faire de son trouble, indépendamment du suivi qui est fondamental avec un psychiatre. C'est subtil et ça prend du temps. Donc ne perdons pas de temps à se faire aider. Et surtout, et ça je crois que vous le dites dans toutes vos émissions, comme dans tous les troubles psychiques, il faut maintenir une certaine hygiène de vie. Plus on prend soin de soi, qu'on évite de trop boire, qu'on a une bonne alimentation, un bon sommeil, ça donne quand même un petit lest pour aller mieux. Le corps et l'esprit dialoguent à tout instant. Et ça, c'est valable pour tous les troubles psychiques. Et peut-être que cette émission qu'on fait aujourd'hui grâce à vous, Samuel Doc, va permettre à des gens qui ont autour d'eux des personnes qui souffrent de pouvoir en prendre conscience, parce que finalement, c'est un sujet qui est très peu abordé dans les médias. Oui. Camille, merci de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Camille. Alors, votre émission m'intéresse beaucoup parce que j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a plus de 20 ans, on va dire 25 ans. Et je suis toujours sous médicaments et je me demande si je m'en sortirai de cette histoire. Parce que j'ai des crises d'angoisse pas possibles, j'ai une phobie sociale qui me rend dingue. Donc dans ces cas-là, j'avais arrêté les anxiolytiques, j'en reprends. Sinon tout le temps, je suis sous antidépresseurs. Il y a une dizaine d'années, mes enfants qui n'y croyaient pas du tout, qui disaient que de toute façon ça n'existait pas, cette maladie, ont demandé à voir la psychiatre qui me suit, parce que j'ai été hospitalisée 3 mois en psychiatrie. Ça a commencé suite à une mise au placard et j'ai été foutue à la porte de mon emploi que je tenais depuis 15 ans. Alors justement, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important. Ouais. Je salue d'ailleurs mon ami Jean-Michel Ougourlian, psychiatre, et qui a écrit un livre formidable qui montre que le travail permet à des gens qui ont des maladies psychiques d'aller mieux. Et c'est important encore une fois, de bien comprendre que dans une société, plus il y a des liens sociaux forts, plus ça va te permettre aux gens de rester debout, si je puis dire. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on voit bien que c'est votre licenciement qui vous fait tomber, si je puis dire. Ah, mais je suis tombée, je voyais même pas le lendemain, quoi. J'étais comme morte, je voyais pas. J'étais convoquée à la Sécu parce que ils croyaient pas en ma maladie. Et bon, après, depuis, je suis passée en ALD, je suis retraitée. Voilà. Et donc, j'avais une vie sociale en faisant beaucoup de bénévolat. Ça allait bien. Tant que je suis dans ma zone de confort, ça va bien. Et là, depuis 4 mois, j'ai été très anémiée, très malade. Et je replonge complètement. Je fais des achats inconséquents. Je sais que j'ai pas d'argent, mais j'achète quand même des trucs pour me faire plaisir. Et puis après, je vais flipper jusqu'à la fin du mois en attendant d'en avoir un peu plus.
Et bon, la psychiatre, elle a dit à mes enfants que c'était une béquille, ces médicaments-là, et voilà, parce que tous les deux, ils voulaient savoir quand est-ce que j'arrêterais de prendre des antidépresseurs. Ma fille me dit, mais t'aimes bien les huiles essentielles et tout, prends des trucs naturels, mais je peux pas, ça marche pas. Non, vous avez raison. Et puis votre fille n'a pas à se substituer ni à vous ni à votre médecin. Est-ce qu'on vous a prescrit un régulateur d'humeur aussi ou pas du tout? Ah oui, du Dépacote, on m'a prescrit ça, mais j'ai arrêté d'en prendre. J'ai arrêté ça. Et oui, sur le coup, quand ils ont vu que j'avais par moments, j'étais comme folle, hein, j'étais en pleine forme à l'hôpital. On me disait c'est pas le Club Med, tellement j'étais en forme que j'aimais tout le monde. Et puis après, j'étais dans un état de sombre. Et là, ça m'a repris il y a un mois, quand je voyais pas la fin. Je vis seule. J'ai appelé mon ex pour lui dire que j'étais pas bien, etc. J'ai bien parlé pendant 1 heure. J'aurais voulu qu'il vienne me voir, qu'on parle, mais il travaillait, il pouvait pas. Et je me suis encore retrouvée encore plus seule. Et heureusement, je ne bois plus. Parce que j'ai eu des périodes d'alcool qui me consolaient, mais qui me faisaient certainement beaucoup de mal. Oui, et puis qui vous mettaient en danger, parce que quand on est trop alcoolique, on peut tomber, se casser, enfin... Oui, et surtout, et c'est pour ça que j'en parlais en préambule dans mon introduction, souvent il y a un alcoolisme associé dans les troubles bipolaires parce que c'est une tentative d'aller mieux en fait, c'est une tentative d'autothérapie et c'est pour ça que c'est très fréquent. Moi je vais vous dire en vous écoutant madame, déjà je salue votre courage parce que vous nous faites part d'une expérience humaine qui est extrêmement violente, extrêmement douloureuse, très indicible et très tabou. Vous parlez de l'hospitalisation, vous parlez de l'alcoolisme, vous parlez des achats compulsifs, tout ce qu'on retrouve vraiment dans la manie, voilà, de cette élation terrible et destructrice. Et juste pour ça déjà, je voudrais vous dire merci et aussi dire merci à Brigitte parce que cette émission existe. Vous voyez, c'est pour ça que c'est précieux, c'est que là, toute la France écoute et entend en fait qu'il est possible d'aller mal de cette façon-là. Il n'y a pas de honte à avoir à en parler. Au contraire, il faut en parler pour pouvoir avancer. Et ça, pour ça, merci Brigitte et merci Madame. Oui, et ce serait peut-être important de faire écouter à votre fille qu'elle comprenne bien que vous n'y êtes pour rien. C'est malheureusement, voilà. Et c'est ce qui est terrible dans la maladie psychique, c'est que en fait, on est encore dans une sorte de tabou, comme si on n'a qu'à se secouer, yaka, faucon, et on retrouve le discours des coachs. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Tout à fait. Mon fils dit que la dépression, ça n'existe pas. Il aime pas les dépressifs. Bon, c'est bien. Je ne souhaite jamais d'être dépressif. Quant à ma fille, elle demandait à la psychiatre quand est-ce que j'allais arrêter de prendre les médicaments, comme si elle avait une boule de cristal et qu'elle allait pouvoir. Enfin, j'en rigole maintenant, mais j'ai pas rigolé. J'ai beaucoup pleuré. Hein. Mais bien sûr, c'est violent. C'est violent que vos enfants ne vous reconnaissent pas dans votre vérité à vous. C'est ça. Et alors attention, parce que d'expérience, il arrive parfois qu'un membre de l'entourage, lorsque un de ses proches semble souffrir de dépression et que le traitement ne produit pas d'effet, se rapproche par inquiétude du médecin traitant ou du médecin psychiatre pour savoir ce qui se passe et pour donner d'autres indications. C'est-à-dire que le psychiatre ne sait pas ce qui se passe au domicile, pas toujours. Et là, les enfants peuvent réagir en disant mais attention, vous ne voyez pas, elle se met en danger. Moi, j'aimerais porter à votre connaissance ce qui se passe là. Par exemple, il y a des cas où certains patients, quand ils changent de phase, ils oublient complètement ce qu'ils ont fait dans la phase précédente. Là, ça peut être pratique. Mais attention, madame, là, ce que vous décrivez, c'est autre chose. Vous dites que vos enfants jugent votre traitement et qui juge votre psychiatre. Moi, j'ai un conseil. C'est terrible. C'est ça. J'ai un conseil à vous donner. Vraiment, si vous sentez qu'il y a de l'angoisse, si vous sentez qu'il y a une douleur qui reste, que vous vous interrogez, demandez un autre avis médical. Ça, vous voyez, vous avez parfaitement le droit de le faire. Oui, pardon, je vous coupe. Non, mais la psychiatre a pris sa retraite. J'en ai une autre qui m'a changé mes médicaments. Je trouve que c'est pas plus mal. J'ai plus besoin d'inducteur de sommeil pour dormir parce que parallèlement à ça, j'ai eu une agression sexuelle à 4 heures du matin dans mon lit. Donc ça n'a pas fait pour arranger les choses. Toutes les nuits à 4 heures du matin, je suis réveillée. Alors j'ai fait un peu de MDR, mais après j'avais plus les moyens de me le payer. Enfin, je tourne en rond. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond et je suis malheureuse, quoi. À vrai dire, je suis malheureuse. Ah oui, je l'entends bien. Et c'est là qu'il y a cette idée de demander d'autres avis. Il y a cette idée de trouver du souffle auprès de lieux qui vous font du bien. Essayer d'investir quand même des zones refuges de votre existence, que ce soit la créativité, que ce soit la nature, que ce soit la lecture. Je ne sais pas, le cinéma, mais investir cette énergie qui vous fait tellement mal ailleurs, en attendant que le soin puisse être adapté, parce que vous le savez aussi et vous avez dû vous en rendre compte, parfois il faut un certain temps pour que le traitement fonctionne. Oui, c'est sûr.
Mais ce qui est formidable, c'est que quand on m'a changé mon antidépresseur, j'avais plus l'impression d'être malade. J'allais tout le temps bien. Ça, c'était formidable. Ouais, sauf si c'est une phase maniaque. Ça fait plus d'un an. Ouais. Maintenant, ça fait plus d'un an et je retombe avec des phases terribles, quoi. Ça, c'est des phases où on voit même pas le lendemain, quoi. Je voudrais pouvoir mourir. Heureusement, j'ai quand même pas un tempérament à me suicider, mais par contre, je voudrais bien être morte tout de suite, mais pas de mon fait. Enfin, voilà. C'est terrible d'entendre ça et ça révèle vraiment la douleur qui naît parfois des problèmes de prise en charge médicale de ce type de troubles. Moi, de tout mon cœur, j'espère que vous allez trouver le clinicien ou la clinicienne qui saura vous accompagner pour qu'il puisse y avoir un traitement adapté. Et je crois vraiment du fond du cœur, hein, que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, de trouver la bonne porte. Donc, d'après vous, les antidépresseurs, ça ne suffit pas? Ouh là là, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait un autre regard. Voilà, je me permettrai certainement pas de porter un jugement sur un traitement à la radio, mais par contre, peut-être qu'une autre consultation avec un autre ou une autre psychiatre vous permettra de vous donner un traitement qui va vous permettre d'aller un petit peu mieux. Mais moi, ce que je voulais juste, Camille, de tout cœur, je vous remercie parce que votre témoignage, c'est 10 fois mieux que le discours qu'on peut tenir nous sur ce que c'est que la maladie psychique, parce qu'on entend à la fois votre souffrance et puis j'entends quand même une petite part de joie dans votre voix qui me permet de penser que si peut-être retrouver aussi des occupations comme vous l'avez fait pour que vous ayez l'impression aussi d'être relié et de vous sentir utile, parce que je crois que c'est aussi ça qui peut parfois aider. Oui, ça c'est sûr, oui. Et en tout cas, vous avez fait votre part aujourd'hui en témoignant. Alors bravo. Et merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Camille. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Sabine, je crois, qui veut parler de sa mère qui serait également bipolaire. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous évoquons la bipolarité, les maladies psychiques en règle générale. Hein. On peut parler de schizophrénie, pourquoi pas, pendant qu'on y est. C'est un peu l'extrême. Hein, mais pour l'instant, on va revenir, je crois, sur la question bipolaire avec vous, Sabine. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Je suis très 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 émue de vous avoir au téléphone. Ben, je vous en prie, mais nous aussi. C'est la première fois que je prends la parole, alors ça me fait quelque chose. Ben merci alors. Bravo. Bienvenue. Ça fait des années pour tous les sujets. Vous êtes super. Vous êtes une femme extraordinaire, voilà. Mais je suis émue. Je suis émue surtout à ce jour par rapport à ma maman. Oui, allez-y, on vous écoute. Parce qu'on n'arrive pas à la soigner. Et ça fait 7 ans que ça dure. Oh là là. C'est très très difficile. Je suis à bout de nerfs. Je ne sais plus. Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Je dors très peu. Je dois tout gérer chez moi. Elle a quel âge votre maman? Ma mère a fait 75 ans là, le 9 mai. Oui. Et ça lui a pris à 68 ans. Et je crois que le facteur déclencheur a été mon papa. Eh oui, il est mort. Non, pas du tout. Non, il est alcoolique depuis des années. Et c'est un homme qui est très très dur à vivre avec tout le monde, même sa famille, ses petits-enfants, tout ça. Et ma mère est une personne, c'est une sainte, quoi. Elle a eu que mon père, comme homme, elle est toujours d'accord avec tout le monde, elle se fâche avec personne. C'est vraiment une sainte, ma mère, vraiment. Là, actuellement, elle est à Charles-Pérens, à l'hôpital de Bordeaux. Oui. Et elle y va au moins 2 fois par an. Oui. C'est très difficile, excusez-moi de... Mais je vous en prie, Sabine. C'est l'émotion d'être avec vous, mais c'est surtout parce que je pense très fort à elle. Oh, c'est très touchant. Je sens qu'on va jamais y arriver. Oui. Si, on va y arriver là. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors on entend à l'historique, vous parlez très bien, vous êtes très clair. Est-ce que vous voulez bien nous dire les symptômes qui manifestent, cette transition que vous décrivez chez elle, s'il vous plaît, pour nous permettre de comprendre avec Brigitte de quoi elle souffre et comment elle souffre. Allez-y. Alors, elle a une bipolarité. Ah oui. Donc, des fois, elle est en phase maniaque. Oui. Donc là, elle est comme pas folle, mais bon, elle dépense à tort et à travers pour des bêtises. Elle dépense de l'argent. C'est quelqu'un qui est, comment dire, elle sait pas prendre le tram d'habitude. Là, elle a été à Bordeaux dans la rue Sainte-Catherine. Il l'avait laissé sortir, soi-disant, à l'hôpital, alors que pas du tout. Elle a su se gérer. Enfin,
le cerveau est complètement, elle fait des choses qu'elle ne pourrait pas faire d'habitude, vous voyez. Oui, donc là on est vraiment, oui, c'est intéressant parce que là on est vraiment, on voit que elle a des bouffées de chaleur, elle prend se plaint feu. toujours qu'elle a chaud, elle est excitée, quoi. Elle parle de, entre parenthèses, de cul. Alors voilà. C'est pas du tout son truc. Si, mais... je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Écoutez, j'allais vous poser la question de savoir si elle était désinhibée. Pour mettre une note de plaisanterie. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ces symptômes que vous décrivez, elle ne les a pas eu tout au long de sa vie. Oui. Non? Si? Est-ce qu'elle a eu ces symptômes-là dans sa vie, par exemple, quand elle avait 40, 50 ans? Ah non. Alors vous voyez, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'il y a comme ça une désinhibition, un égarement et des conduites, ça ressemble pas vraiment à un trouble bipolaire, puisque le trouble bipolaire, en règle générale, avant 25 ans, voilà, c'est déclaré, on le sait. Là, c'est autre chose. Est-ce qu'on a évoqué avec vous la possibilité d'un syndrome démentiel? On a évoqué cette hypothèse clinique? Oui. Voilà. Oui. Oui. Bah voilà, c'est parce que ça y ressemble drôlement. Oui. Pour moi, c'est dû à mon père. Je suis pas docteur, mais elle a eu une vie très très difficile. Puis elle a jamais voulu le quitter. Elle est très pieuse et tout ça. Et pour elle, quoi, jusqu'à la fin, voilà. Et là, elle vit avec ma grand-mère qui a 99 ans. J'ai encore mes deux grands-mères. Ah oui, oulala. Donc elle vit, Elle a quitté mon père. Enfin, pas divorcé, hein, mais juste pour aider ma grand-mère parce que maintenant elle est à l'ambulateur, etc. Donc elle est à l'abri. Voilà. Elle est à l'abri selon vous. Là, ce que j'entends, Samuel Doc, c'est qu'elle a besoin d'être presque internée. Enfin, soyons clairs, osons dire les choses, la vérité à Sabine, parce qu'on va pas vous raconter des histoires. Et donc, Sabine, si c'est le cas, il faut que vous fassiez aider par la société. Vous pouvez pas tenir toute seule, surtout s'il y a encore deux grands-mères. Enfin, vous allez y laisser votre santé. J'ai pas de sœur, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas d'oncle, pas de tante. Tout le monde est tout seul. J'ai deux enfants. D'ailleurs, je leur fais un bisou. J'ai ma fille qui vous écoute, Zoé. Et mon chéri Jérémy qui m'écoute aussi, je leur ai dit que j'allais passer à l'antenne. Je les aime fort, voilà. Un petit coucou. Et mais moi je pense qu'il faut vous rapprocher d'une assistante sociale et voir comment vous pouvez vous faire aider, parce que je sais qu'on est quand même dans un pays où on aide les familles quand il y a comme ça des difficultés. Je crois qu'il faut que vous alliez prendre de l'aide auprès d'une assistante sociale et voir comment vous pouvez vous faire aider, parce que sinon vous allez y laisser votre santé. Elle est sous tutelle là? Non, pas du tout. Pourquoi elle est pas sous tutelle si elle peut pas gérer? Non, mais ça va. Enfin, ça va. Là, elle est internée. Là, ça fait 3 semaines. Ça va faire un mois là bientôt. Après, quand ça va mieux, elle va revenir. Hein. Enfin, elle devait sortir là, sauf que cette semaine. Mais le problème, c'est qu'elle a rechuté quoi. Au bout de 3 semaines, vous voyez, elle est à peu près. Sabine, je crois qu'il faut que vous entendiez que a priori, ça va plutôt s'aggraver que s'améliorer. Excusez-moi, je crois qu'il faut. Pourtant, elle est suivie et tout. Elle va voir une psychiatre. Ça fait 7 ans. Elle est sous lithium, elle a changé de traitement, là, elle est sous lithium, ça fait 2 ans, je crois. Et elle est suivie de près, hein, vraiment. Hein. Et de temps en temps, 2 fois par an à peu près, je dois l'amener. Alors, moi, encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas, mais Samuel est là pour, à mon avis, ces états démentiels ne s'améliorent pas. Non, ils sont ce qu'on appelle dégénératifs. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça va plutôt en s'aggravant. Et ça veut pas dire que vous pouvez rien faire. Ça veut pas dire que votre maman tant aimée ne vous aime plus, ça veut dire qu'elle a un état de souffrance. Là où je réagis, c'est quand vous dites finalement qu'au bout de 3 semaines ça va mieux et qu'elle sort. Ça c'est compliqué parce que dans la mesure où dans les hôpitaux publics en général il n'y a pas beaucoup de place, parfois on fait ressortir les gens un peu plus tôt que ce qu'ils devraient. L'idée ce serait que je l'ai ramené hier soir, mais là elle a rechuté dans la nuit du 8 au 9 parce que ça se passe en une fraction de seconde. C'est à chaque fois la nuit que ça se passe. C'est bien ce que je vous dis. C'est pas vous qui pouvez supporter ça, Sabine. Faut vraiment que vous preniez conscience avec vos enfants. C'est pour ça que je pense que l'aide d'une assistante sociale va vous permettre. Alors après, où allez-vous consulter un bon psychiatre pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez tenir, parce que sinon vous allez, enfin, on peut pas s'occuper comme ça de quelqu'un qui est dans cet état-là, Sabine, sur le long terme, et ça peut durer. Je sais, pour moi, elle sera jamais guérie pour moi. Mais voilà, donc à partir de ce moment-là, prenez les choses anticipées pour ne pas vous retrouver un jour avec de la culpabilité parce que elle aura sauté d'un pont ou je ne sais quoi.
Non, là-dessus, elle n'est pas suicidaire du tout. Non, mais je parle pas d'être suicidaire, je parle de se croire voilà, c'est ça. Capable de voler ou je ne sais quoi. Je vais exprès dans l'excès. Non, c'est très vrai ce que vous dites, Brigitte, dans les états maniaques. Oui, on retrouve ça. Moi je souscris totalement à ce que dit Brigitte et j'insiste aussi, comme elle l'a fait, sur le fait que vous n'êtes absolument pas coupable et que ceux qui sont coupables, c'est plutôt la société qui hospitalise votre humeur mais qui ne vous propose pas de relais. Ça revient à mes oreilles et tout. Enfin, moi j'aime pas ça, c'est insupportable. Les gens ne comprennent pas. Le mois dernier, elle a fêté son anniversaire alors que c'était là, le 9 mai, elle a été mi-avril à un restaurant gastronomique. Elle s'est prise en photo avec le restaurateur et mais ça je l'ai su que le lendemain. Et elle a fait l'imbécile devant tout le monde. Tout le monde rigolait alors qu'il y avait une femme que je connais, qu'elle aurait pu me prévenir. Sabine, si j'ai bien compris, elle est mariée. Son conjoint, même s'ils sont séparés, est responsable sur un plan financier. Enfin, je veux dire, prenez les mesures qu'il faut pour que vous puissiez tenir le coup. Promis. Et j'en profite pour glisser ça, je pensais pas du tout en parler aujourd'hui à l'émission, mais le 5 juin je sors un livre à la Martinière qui s'appelle Santé mentale, comment faire face. Voilà, vous trouverez toutes les infos sur mon site. C'était pas du tout le truc de faire de la promo, j'en ai même pas parlé, mais dans ce livre, donc qui sortira le 5 juin, je donne tout un répertoire de utiles à la fin du livre sur lequel vous pourrez vous appuyer pour trouver de l'aide. Voilà. On en reparlera. En temps et en heure. Mais là, je le dis parce qu'on est tellement sur un sujet brûlant et je vois à quel point il n'y a pas de ressources possibles. Donc voilà, j'en parle sur mon site web. N'hésitez pas. Mais encore une fois, s'il faut la mettre en maison avec son mari, il faut prendre les mesures qui s'imposent financièrement parce que c'est pas vous qui pouvez garder votre mère chez vous tout le temps. Voilà. Vous allez pas tenir. Mais vous avez votre vie à vivre. Et vous avez votre vie à vivre. Vous avez le droit aussi d'être heureuse, même si votre maman est malade. Vous avez le droit à cette liberté-là. Et vous en mais je passe après. Moi, je m'occupe de tout le monde chez moi. La personne la plus importante, c'est vous, Sabine. Oui, je sais que vous le dites souvent dans vos émissions, mais là-dessus, je vous écoute pas. C'est plus fort que moi. Je veux être là pour tout le monde. Non. Il faut que vos enfants voient que vous vous respectez, que vous prenez soin de vous. C'est le plus beau modèle que vous pouvez donner à vos enfants. Promis. Oui. Et merci de votre témoignage et de votre courage. Pour votre courage. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve avec le sexe au conseil du jour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. On va parler des seins, les seins des femmes. Pourquoi c'est si important ? Parce que pour les femmes, les seins c'est l'équivalent du pénis. Alors je m'explique. Pour l'homme, le symbole le plus viril, le plus masculin, c'est le pénis. Eh bien, le symbole le plus féminin, c'est les seins. Et donc, c'est très important de comprendre la manière dont les femmes investissent leurs seins. Est-ce qu'elles les investissent comme révélateurs de leur côté sexy ou de leur côté maternel. Donc, est-ce qu'on est des madones ou des putains, si je veux symboliser un tout petit peu. Et c'est pareil, comment les hommes investissent les seins des femmes ? Est-ce qu'ils les voient comme le sein maternel ou comme le sein de la pute, osons parler un peu cru pour que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est très révélateur forcément de la personnalité de la femme, mais aussi de son rapport au corps, son rapport à la sexualité. Alors, l'idéal, ce serait quand même de voir les seins comme un symbole à la fois sexuel, mais aussi un symbole nourricier. Quand on arrive à faire les deux, ça veut dire qu'on n'est pas clivé, pour utiliser un terme psychanalytique bien connu. Et ce que je crois intéressant aussi, c'est de voir la manière dont la femme s'habille. C'est très révélateur de sa capacité à aimer cette part d'elle-même. Il y a des femmes qui n'oseront jamais porter de décolleté, et il y a des femmes qui auront toujours envie de mettre des soutiens-gorge balconnés, des hauts transparents, ou voir se faire refaire les seins pour en avoir encore plus. Bon, voilà, tout ça c'est important à comprendre. Et puis bien sûr pour les hommes c'est le marqueur certes de la sexualité, mais ça peut être aussi un marqueur du rapport à leur mère, pas dépassé ou trop dépassé ou je ne sais quoi, bref. En tout cas c'est intéressant, les chiffres sont quand même éloquents. 70% des hommes avouent préférer les poitrines opulentes, mais attention, 80% n'aiment pas les seins refaits. Donc c'est pas la peine, si vous avez des petits seins, mieux vous gardez vos petits seins parce que c'est quand même très très mignon. Enfin, c'est une véritable zone érogène, mais certaines femmes, surtout après l'allaitement, peuvent ne plus supporter qu'on leur embrasse les seins. Et peut-être intéressant aussi à rappeler, c'est que les hommes en général n'aiment pas tellement qu'on leur touche le mamelon.
sauf peut-être ceux qui aiment qu'on leur tord le mamelon, qu'on le triture, qu'on le pince, qu'on y mette pourquoi pas même des petits anneaux ou des choses comme ça. D'accord. C'est intéressant, hein? Intéressant. Ah oui, je retiens ces informations. Voilà. Donc, voilà. Bon, écoutez, hein, c'est toujours important de bien comprendre ce que tout ça signifie. L'anatomie, c'est aussi très anatomique. Exactement. Alors, on retrouve Maëlys. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Merci de témoigner. Donc, vous avez des humeurs un peu changeantes, Maëlys ? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que tous les mois, il y a un moment où je vais pas être bien. Donc, je suis pas, pour l'instant en tout cas, diagnostiquée bipolaire. J'ai vu beaucoup de thérapeutes. Mais peut-être que je reste pas assez longtemps pour qu'ils diagnostiquent ce genre de troubles. Question quand même importante, est-ce que vous êtes toujours réglée ou pas ? Réglé, comment ça ? Est-ce que vous avez la ménopause ou pas ? Non, pas du tout. Donc vous avez vos règles ? Oui. Est-ce que vous avez remarqué que ça dépend du moment du cycle ? Parce que ça peut être ça, hein, tout simplement. Et donc là, c'est une question hormonale qui n'a rien à voir avec un trouble. Alors non, ça n'a pas forcément à voir avec le cycle, mais je pense que c'est peut-être comme beaucoup de personnes, voilà, on peut aller bien et puis d'un coup on reçoit une nouvelle perturbante et puis ça va jouer sur 2, 3, 4 jours en fait. D'accord. Ou je vais me renfermer sur moi-même ou parfois j'ai un peu des excès de violence. Ah, parlez-nous-en. Je peux être violente envers moi-même. Je vais me parler à moi toute seule en me disant que je suis conne, que de toute façon je sers à rien. Enfin, je vais être hyper violente envers moi-même. Vous vous mutilez ? C'est arrivé ? Non. Bon. Pas de de scarification. Non. Vous avez une pas très bonne estime de vous-même ou c'est juste dans ces moments-là ? Non, je n'ai pas du tout une bonne estime de moi-même. Non, pas du tout. Votre sommeil, il est comment ? Perturbé. Mon médecin, il m'a mis sous l'Aroxyl, mais j'en prends que quand vraiment j'arrive pas à dormir 4-5 nuits d'affilée en fait. Ok. Et l'alimentation ? L'alimentation, j'ai des troubles du comportement alimentaire. En cas de stress, voilà, j'aurais envie de manger gras ou très sucré, enfin des bêtises. Oui. Et j'ai vraiment du mal à... Du coup, mon poids, il fait beaucoup yo-yo. Donc, ce qui m'embête, c'est que j'ai ma fille qui vient derrière et que, parfois, elle me dit, on va acheter des bêtises à Carrefour. Puis elle est contente parce qu'on va acheter des bêtises et manger des bêtises, quoi. Donc, elle aussi, elle est un petit peu en surpoids, là. Donc ça devient compliqué. Et je veux pas du tout lui donner cette image-là, en fait. Mais j'ai du mal à m'en sortir concrètement. Vous avez quand même beaucoup de symptômes qui laissent à penser qu'en effet, vous avez besoin d'être suivi pour que tout ça se régule un peu mieux. Je crois quand même qu'un psychiatre, c'est plus la personne qui peut vous aider à faire un vrai bilan, parce que finalement, encore une fois, on fait un bilan de santé et on peut faire un bilan de santé psychique. Absolument. Maëlys, vous voyez. Et ça c'est un psychiatre quand même qui peut le faire. C'est pas. Je pensais que c'était des thérapeutes. Non. Un très bon thérapeute qui a fait un peu de psychiatrie, oui, mais si c'est un psychologue clinicien déjà spécialisé, oui. Samuel Doc, il est docteur en psychopathologie, donc psychopathologie, ça veut bien dire les pathologies psychiques, vous voyez. Donc on parle, c'est vrai que c'est peut-être un peu aussi de ma faute. Moi, je mets le nom thérapeute un peu à toutes les sauces parce que c'est une façon de parler. Mais là, dans votre cas, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent un comportement un peu, alors anxieux certes, mais aussi un peu compliqué. Vous êtes. J'ai l'impression d'avoir un comportement destructeur parfois. Envers moi-même. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Et il n'y a pas de raison de se faire du mal, donc il faut qu'on vous aide. Et puis en plus, on entend ces troubles de sommeil qui sont quand même parfois 3-4 jours d'affilée, c'est beaucoup.
Oui, parfois c'est même plus, mais bon, après je prends vraiment de l'Aroxyl pour dormir au moins une nuit complète, quoi. Oui, c'est vrai, et je comprends que ça fait un petit peu bricolage, quoi. C'est-à-dire que face à un symptôme qui est très invalidant, vous avez cette petite parade, mais qui montre aussi ses limites, puisque votre quotidien est très très handicapé par tout ce que vous nous décrivez, et cet état de oui, j'ai feu. une fatigue, parfois je suis fatiguée. J'ai une fatigue émotionnelle, je suis fatiguée. Mais je peux faire une sieste et être fatiguée. Enfin, il faut le dire votre médecin. Est-ce qu'on pourrait dire que par moment vous êtes fatigué de vivre ou pas? Oui. Oui, vous voyez, ça montre quand même un état un peu dépressif quand même, qu'il faut pas prendre à la légère. Et faites-le. Si vous pouvez pas le faire pour vous pour l'instant, faites-le pour votre fille. Et puis, j'insiste pour nos auditeurs, on a beaucoup parlé aujourd'hui des états maniaques, donc très francs, avec des délires, une perte de coupure avec la réalité. Ok, ça c'est une chose, mais il y a aussi, et c'est plus difficile d'accès, les états, j'insiste, hypomaniaques, où cette fois-ci il va y avoir vraiment ces troubles du sommeil, cette exagération, élation, exaltation des émotions. Vous voyez, ça pourrait être votre cas, un état maniaque avec une irritabilité, avec une dépréciation de soi. Tout ça, ça mérite d'être travaillé. Autorisez-vous à faire part de vos doutes à votre médecin, de dire voilà, moi j'ai besoin de consulter un médecin psychiatre, d'avoir un autre regard clinique sur mon état. Est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un, s'il vous plaît? Dans un premier temps, si vous n'avez pas sur place, je sais pas où vous habitez, on l'a dit tout à l'heure par Zoom en téléconsultation, vous pouvez peut-être déjà et pourquoi pas Samuel Doc, je suppose que vous faites des téléconsultations. Oui, tout à fait. Bon, donc vous pouvez peut-être je crois qu'il faut pas ne traînez pas parce que ça va pas s'arranger comme ça toute seule. Ça fait longtemps que je suis comme ça, ça fait plusieurs années et par contre, je m'étais rendu compte une fois j'avais consulté il y a 3 ans maintenant. En fait, je me coupais les cheveux. Oui. Très très court. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais que j'arrivais pas à gérer une situation. Enfin, la dernière fois que je me suis vraiment presque rasé les cheveux, c'est quand j'ai su que mon ex-conjoint allait avoir un enfant. Je me suis coupé les cheveux. Oui, donc c'est une automutilation en quelque sorte. Hein. C'est comme ça que vous l'interprétez. Oui, surtout que ça me va pas forcément. Voilà, quoi. Mais après, bien j'achète une perruque derrière et je mets une perruque, donc c'est pas la bien sûr. Donc voyez bien que vous pourriez vous mettre en danger. Donc il faut pas ne perdez pas perdez pas de temps. Regardez sur Doctolib les créneaux disponibles pour des séances en visio avec un médecin psychiatre qui au moins puisse vous donner son opinion. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et vous verrez, vous direz mais waouh, quelle liberté je peux trouver là. Pourquoi est-ce que j'ai passé toutes ces années à souffrir? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était tabou? Est-ce que c'est parce que je n'osais pas? Est-ce que c'est parce que j'avais peur? Est-ce que c'est parce que les médias communiquent mal sur les traitements? En tout cas, vous regarderez votre vie en face et vous direz cette vie, elle est mienne. Maintenant. C'est vrai que je pensais vraiment que, à chaque fois je consultais un thérapeute. Quand ils étaient plus ou moins bien, je tenais quelques mois, mais après financièrement je pouvais plus. Sûr. Mais c'est vrai que parfois je me dis, j'ai l'impression d'être folle. Je suis folle. Enfin, quand je me parle à moi-même, je dis de toute façon t'es folle. Enfin, j'ai l'impression de perdre pied en fait. Mais quelques fois dans le mois, pas tout le temps. On est tous avec un petit peu de folie, vous savez, Maëlys. Mais quand c'est une folie qui nous fait souffrir, il faut la soigner. Oui, très bien dit. Okay. Très bien dit. Promis. Très bien, c'est noté. Merci de votre témoignage. Merci à vous parce qu'encore une fois, ça fait forcément écho à certains qui nous écoutent. Et merci Samuel Doc d'avoir choisi ce thème délicat, douloureux, mais qui est tellement nécessaire. On fait une petite pause et on va conclure ensemble. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Alors je dis surtout docteur en psychopathologie aujourd'hui parce que si je dis psychanalyste, malheureusement tous les psychanalystes, on l'a vu depuis 14 heures, sont pas aptes à diagnostiquer réellement l'état psychique de quelqu'un. Catherine est avec nous et c'est avec vous qu'on va conclure. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Catherine. Moi, je voudrais conclure cette émission que j'ai suivie avec beaucoup d'attention, là sur un témoignage peut-être un peu positif, dans le sens où on peut s'en sortir, évoluer favorablement dans sa vie, en tout cas, pour moi. Moi, j'ai eu pendant des années un trouble anxieux généralisé, mais qui a fait suite à
En fait, quand j'étais une petite fille, j'ai subi des violences sexuelles. Donc, j'ai su que c'était ça. Donc, j'ai vécu avec une grande insécurité pendant toute mon adolescence, mon début de vie d'adulte. Mais ce qui m'a sauvée au début, bon, après j'ai fait une thérapie quand même, parce que j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe de moi parce que j'ai été malade, une maladie chronique, plus un cancer. Donc je dis bon là maintenant stop, il va falloir que tu t'occupes de toi pour que tout cela s'arrête. Mais par contre, ce qui m'a sauvée, moi, c'est l'écriture. J'écrivais beaucoup quand j'étais petite fille. Oui. Au début de l'adolescence, ça. Donc l'écriture, c'était quelque chose, c'était mon monde à moi, et j'avais effectivement aussi l'écriture et la lecture, parce que c'était corrélé, les deux choses étaient corrélées. Je lisais énormément et j'écrivais beaucoup. À mon ami imaginaire, à ma sœur imaginaire, j'écrivais en fait. Oui, mais vous écriviez, vous sortiez de vous-même quelque chose que vous avez envoyé à votre meilleur ami, qui était vous en quelque sorte. Mais c'est important ce que vous dites, parce que d'abord, l'art-thérapie, ça marche pas mal. On n'en parle pas souvent, mais ça marche bien. Et écrire, c'est de l'art-thérapie. Ensuite, ce qui est intéressant, vous dites j'ai beaucoup lu, et moi je voudrais aussi aujourd'hui où on sait que malheureusement les jeunes lisent de moins en moins, je voudrais rappeler que en effet la lecture, il faut pas s'obliger à lire des livres qui ne nous intéressent pas, mais la lecture c'est une manière de recréer du lien avec l'humain. Parce que on est avec quelqu'un qu'on lit, et on est dans une relation très intime avec l'auteur quand on lit. Et donc c'est important de lire quand on va pas bien, parce que on a des émotions, on a l'impression de ne plus être seul. C'est ça, et en même temps d'être en lien, moi ça a beaucoup développé mon imaginaire. Et donc ça m'a beaucoup aidé, alors que j'ai traversé par la suite, effectivement, moi j'étais beaucoup dans la peur, j'ai beaucoup vécu dans la peur et dans l'insécurité. On peut le comprendre, vu ce que vous avez subi. Voilà. Et dans j'étais dans une forme d'autodestruction, donc automutilation, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je me suis sauvée. Votre corps vous a dit stop, et vous l'avez entendu. Exactement. Je l'ai écouté, mon corps, quand j'ai compris ce que la maladie venait me dire. Et en fait, moi aujourd'hui, j'adopte des routines de vie. Des rituels, on va prendre un terme positif pour dire la même chose. Oui, routine, vous avez raison, rituel. Et donc, j'ai un rituel tous les matins. Donc, tous les matins, je fais ma séance chez moi, toute seule, de yoga pilates. Voilà, donc c'est quelque chose qui me convient bien, je sais pas, qui m'apaise, qui me manque dans la vie, en fait, depuis un certain temps. Vous savez, Catherine, ce que vous dites est très important. Quand le matin, on a du sens à se lever pour faire quelque chose, eh bien c'est déjà un signe qu'on va pas si mal. Oui. Et d'ailleurs, la lecture aussi, moi je trouve que quand j'ai un patient qui commence à me dire vous voyez, docteur Doc, j'arrive à me poser, à lire un livre, et je me dis que s'il est moins envahi déjà psychiquement par ce qui le fait souffrir. Alors bien sûr, l'idée c'est pas non plus de s'enfermer dans des rituels et quoi, mais oui, il peut y avoir des ancres qui nous font du bien, des petits moments où on se rattache à notre vie. Exactement, on se rattache, en fait on se connecte à soi, et moi aujourd'hui c'est ce que j'ai appris au travers dans mon parcours de vie. Et voilà, donc je marche beaucoup dans la nature, j'aime me connecter à la nature, voilà. J'essaie aussi beaucoup, ça par contre c'est très important pour moi, de m'entourer de personnes positives. Ah oui. Ça par contre, oui. Oula, ça nous parle ici au studio. ça nous parle. J'ai fait le tri dans ma vie. Et puis, alors faire le tri dans sa vie, alors déjà, oui, évacuer les personnes toxiques, ça c'est sûr. Et puis ne pas hésiter, parfois, on est amis avec quelqu'un depuis très longtemps, et puis parce qu'on est amis depuis très longtemps, on croit qu'il faut rester amis. Parfois, c'est comme en amour, on a évolué différemment, et il faut pas avoir peur de tourner le dos à quelqu'un. On gardera les bons souvenirs, et puis la nature a horreur du vide. Quand il suffit de regarder la nature, on voit bien qu'il y a toujours quelque chose qui va pousser à un endroit qui est vide. Absolument. Et donc on rencontrera d'autres personnes qui seront plus en symbiose avec ce
qu'on est devenu, et à ce moment-là, on continue à grandir au sens de s'élever vers notre vraie nature. Exactement. Les Japonais ont un proverbe, ils disent regarde le fleuve, tu y verras passer le corps de ton ennemi. Ça veut dire que voilà, chacun aura ce qu'il mérite. Exactement, vous avez tout à fait raison. Je suis vraiment d'accord avec vous deux parce que c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans, puisque j'ai quitté la ville là où j'habitais pour aller m'installer dans un petit village, voilà, au cœur du Lauragais, et avec des gens que j'aimais plutôt, enfin avec qui j'étais plutôt en accord, mais je me suis écoutée parce que je n'évoluais plus dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Il y avait quelque chose qui me bloquait. Je dis allez, écoute, comme ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, j'ai dit tu prends la décision et tu mets tout ça en action. C'est ça. Et donc je l'ai fait. Exact. Et c'est exactement ce qu'on disait là aussi avec Brigitte Lahaie en off. On disait qu'on est aussi dans une société où justement les gens n'osent plus assumer leurs choix. Et merci parce qu'à travers votre témoignage, vous nous dites oui, j'ai fait un choix, j'en ai assumé les conséquences, c'était réfléchi et voilà, j'étais prête à en payer le prix. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. Dans une société où on est toujours victime, où on ne se responsabilise jamais de rien, être capable de dire j'ai fait un choix. Donc ça, bravo. Vous entendez ? Merci beaucoup. Oui. Et puis vous avez été victime, mais vous n'en avez pas fait votre statut. Une étiquette. Ça c'est important aussi parce que bien sûr qu'on peut être victime dans la vie, on peut être victime, mais si on devient responsable de sa vie, on sort de la victimisation qui nous enferme. Et vous avez. Et aujourd'hui vous êtes heureuse et libre de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Vous n'êtes plus dans une position de victime qui enferme. Hein. Oui. Et sur cette question. Sur cette question de l'évolution, puisque là j'entends que ce n'est pas votre cas, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui souffrent de troubles bipolaires, il faut savoir que ce n'est pas à proprement parler curable. C'est-à-dire que du moment où le diagnostic est fait, souvent donc au terme d'une grande errance, il y a un traitement qui est mis en place. On a eu un témoignage plus tôt aujourd'hui dans la journée, c'est un traitement à vie. Mais l'idée c'est d'être stabilisé, vous voyez. Et cette idée de pouvoir être stable et de trouver non pas une guérison mais un soin, parce que guérison et soin ce ne sont pas la même chose, c'est déjà bien. Et vous, j'entends que vous avez trouvé les deux, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous avez guéri cette cicatrice terrible du drame que vous avez vécu et en même temps vous avez appris à prendre soin de vous. La nuance est importante. Ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que moi je suis aussi sur le chemin de la guérison de la maladie qui m'accompagne, qui est ma colocataire jusqu'à la fin de ma vie puisqu'il n'y a pas de traitement contre cette maladie. Voilà. Mais je suis sur le chemin de la guérison parce que c'est comme ça que je vis aujourd'hui. En fait, c'est très beau, c'est presque spirituel. C'est un chemin de vie, n'est-ce pas ? Il y a une spiritualité dans l'épreuve. Tout à fait. L'épreuve est mon chemin de vie. C'est-à-dire que c'est à travers l'épreuve que j'ai compris le sens de ma vie. En fait, voilà. Alors justement, puisqu'on est en fin d'émission et qu'on a parlé de la santé psychique, etc., ça me fait penser à une petite phrase qui va peut-être aider aussi ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle souvent d'être normal ou d'être fou ou d'être psychotique, pour utiliser un mot. Allons-y. Ce qui est important, je vais donner cette petite blague, quelqu'un de normal parle à Dieu et ça lui fait du bien. Quelqu'un de psychotique parle à Dieu et Dieu lui répond. Voilà, c'est la différence entre la normalité, même si on est tous un peu fous, parce que parler à Dieu, faut quand même être un peu fou, mais ça nous fait du bien, donc il faut être un peu fou. Très bien dit. Et puis alors désolé, mais faut lire le texte de Joyce McDougall, Psychanalyse de Madame Normale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que être normal au sens standard du terme, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Heureusement aussi qu'on a parfois quelques blessures pour pimenter cette vie, heureusement. Oui, donc je vous rejoins, Brigitte, à 100 000%. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont inventé des choses sont des gens qui avaient un peu de folie. Et oui. Tous ceux qui sont capables de faire des films, d'écrire des livres extraordinaires, il faut être avoir un petit peu de folie. Un peu de folie, c'est bien. Et il faut être un peu fou dans sa vie. Il faut avoir. Et d'ailleurs, on dit souvent que pour bien s'en sortir dans la vie, il faut être capable de dépasser les deuils. Et c'est vrai que on est sans cesse confronté à des deuils à faire, le deuil de sa jeunesse, le deuil de ses parents, etc. Et puis il faut avoir quand même une bonne part d'imagination pour justement pouvoir rêver dans les moments difficiles et se sortir d'un quotidien difficile. Et c'est ce que vous avez su faire, notamment Catherine, en écrivant. Oui, une vie psychique normale n'est pas une vie psychique normée. Voilà.
c'est juste. Bravo. Non, mais merci beaucoup. Et merci de votre témoignage qui montre encore une fois que on peut se sortir de tout, mais c'est pas toujours simple, mais on peut. Et c'est voilà. Il faut garder l'amour de la vie. Moi, j'ai l'amour de la vie. Et l'amour avec un grand A de la vie, des autres, de l'humain en général, donc et de moi aussi, d'abord de moi bien sûr, et ça c'est le moteur de ma vie. Voilà. Cela étant dit, grâce à vous Samuel Doc, malheureusement, on a compris aussi aujourd'hui que il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas cet amour de la vie, et c'est une grande souffrance. Tout à fait. Et je voudrais vraiment encore remercier, alors déjà vous d'avoir ouvert cette tribune libre et d'avoir permis d'entendre. C'est votre idée. Oui, peut-être, mais vous l'avez suivi et c'est pas toujours le cas. On sait que Macron a voulu faire de la santé mentale une grande cause 2025. Je suis désolé, moi pour l'instant je la vois pas beaucoup s'incarner, cette grande cause nationale 2025. Voilà, encore bien des questions. Mais les auditeurs que nous avons et les témoignages surtout que nous avons eu aujourd'hui, plein de courage, m'ont vraiment redonné espoir de libérer une parole et de se dire que en 2025 c'est pas tabou de souffrir d'une pathologie psychique ou psychiatrique, qu'on peut en parler et que c'est le premier pas vers la guérison. Oui, et on n'y est pour rien, quoi. Je veux dire, ne culpabilisons pas les personnes qui sont bipolaires, elles y sont pour rien, c'est pas de leur faute. Et arrêtons aussi d'avoir un jugement comme ça, un peu stigmatisant sur tout ça, quoi. Absolument. Alors bien sûr, comme ça fait peur, on a tendance à juger. C'est bien connu. Tout ce qui fait peur, on a tendance à le mettre à l'écart. Ayons un peu plus de solidarité, je crois que c'est un terme qui normalement fait partie de la démocratie. C'est ça. Et peut-être aussi pouvoir dire, j'y ai pas pensé plus tôt, mais un dernier conseil avant de nous quitter, c'est peut-être aussi que si jamais vous voyez que dans votre entourage, une personne semble manifester des symptômes maniaques ou dépressifs, pouvoir nommer votre impuissance et votre crainte, c'est-à-dire dire voilà, moi je ne peux pas t'aider, je vois bien que je ne peux pas t'apporter cette aide, s'il te plaît, fais-toi aider, consulte quelqu'un, je peux t'accompagner si tu le souhaites, mais moi je ne peux pas t'aider, ce n'est pas mon travail. Osez verbaliser cette impuissance-là qui à ce moment-là permettra à un médecin ou à un psychologue de se positionner. Merci Samuel Doc. Je rappelle que vous avez écrit ce livre L'enfant thérapeute. C'était aux éditions Plomb où vous racontez votre propre histoire avec tout ce que vous avez traversé de difficile et qui fait que vous êtes aujourd'hui apte à entendre la souffrance des autres. Et puis je crois qu'on pouvait dédier aussi cette émission au psychodon qu'organise Didier Melleran, qui était aussi à un moment donné chroniqueur sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir et je vous embrasse et je vous dis à demain avec Christian Jamin. On va parler de contraception. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.